RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Les fidèles se recueillent depuis ce 23 avril 2025 à la basilique Saint-Pierre, où est exposée la dépouille du pape François. Il faut s'armer de patience pour faire les adieux au souverain pontife qui a tiré sa révérence le 21 avril 2025 au Vatican à Rome. Le procès Bukanga-Lodjo se poursuit à la Cour constitutionnelle. Ayant refusé de comparaître, la Cour constitutionnelle a décidé de juger par défaut les prévenus, y compris l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Belle entame de Maniema Union qui l'a emporté sur les Anges Verts sur un score de 2-0. Le match entre l'AS Vita Club et les Aigles du Congo a été arrêté à la 15e minute de la première période au stade des Martyrs dans le cadre du démarrage de la phase finale d'Illico Cash Ligue 1. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. Des milliers de fidèles catholiques et autres poursuivent leur recueillement devant le cercueil du pape François à la basilique Saint-Pierre de Rome, où la dépouille mortelle du souverain pontife est arrivée en grande pompe dans la matinée sous les ors du majestueux édifice. Pendant 3 jours jusqu'à vendredi soir, le public pourra défiler devant sa dépouille avant les funérailles programmées pour le samedi. Un recueillement en hommage au pape François a été aussi organisé dans la capitale congolaise, dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Suivez cet office religieux conduit par le cardinal Fridolin Ambongo qui a réuni les évêques auxiliaires, le clergé ainsi que des nombreux fidèles catholiques. Clarisse et Coco Kapalay. Du pape François survenu le lundi 21 avril 2025 a bouleversé le monde entier. À Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de la ville, a dirigé une séance de recueillement en mémoire du souverain pontife à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Cette cérémonie d'hommage au père spirituel de l'Église catholique romaine a réuni les évêques auxiliaires, le clergé et de nombreux fidèles catholiques. Ces derniers sont venus prier et remercier Dieu pour la vie et l'œuvre du pape François. À l'issue de cette célébration, certains d'entre eux ont partagé leur témoignage sur la vie du souverain pontife. C'est un grand pasteur qui nous laisse, un grand pasteur habité de l'esprit de l'humilité, de la simplicité, qui a beaucoup travaillé pour la réforme de l'Église. Nous avons perdu un bon serviteur de Dieu, mais heureusement pour nous, il est parti pendant l'octave des Pâques. Donc nous croyons avec conviction et foi qu'il est maintenant auprès de son maître. Pour cette fidèle catholique, la personne et la personnalité du Saint-Père étaient remarquables. Sa simplicité et l'amour manifesté pour le monde, particulièrement pour le pauvre, était exceptionnel. Je suis venue ici à la cathédrale en tant que fervente catholique. Je garde l'image d'un pape humble, un pape simple, un pape des pauvres, un pape qui avait beaucoup d'amour pour toute la population mondiale. De son côté, le président des jeunes de la cathédrale Notre-Dame du Congo a exprimé sa satisfaction de voir les serviteurs de Dieu se reposer
auprès de celui qui l'a servi. Il a rappelé son serviteur auprès de lui et puis c'était un lundi de Pâques. Donc le Christ est ressuscité et le pape François rejoint son Père. Pour moi, c'est une immense joie en étant chrétien. Alors que la RDC observe ces jours de deuil, la mémoire du pape François restera gravée dans le cœur des fidèles catholiques. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est rendue à la nonciature apostolique du Saint-Siège en République démocratique du Congo pour rendre hommage au pape François décédé le lundi de Pâques 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. C'est un reportage que je vous propose de suivre. Après échange avec l'annonce apostolique, la chef du gouvernement a tenu à inscrire un message personnel dans les livres de condoléances dédiés à la mémoire du souverain pontife. Judith Suminwa a ainsi salué la mémoire du pape François qu'elle a décrit comme un grand artisan de la paix à l'échelle mondiale. Elle a particulièrement souligné son engagement en faveur de la République démocratique du Congo, notamment dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Décédé dans la matinée du lundi 21 avril 2025, le décès du pape survient un mois après une hospitalisation prolongée de 38 jours due à une pneumonie bilatérale grave. Élu en 2013 à la suite de la démission de Benoît XVI, le pape François, premier souverain pontife latino-américain, a marqué l'histoire par son désir de moderniser l'Église catholique et par son insistance sur les valeurs de solidarité, notamment envers les migrants. 5 personnes sont portées disparues, dont 2 enfants, lors du naufrage qui s'est produit le 22 avril sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Ce bilan a été donné par le chef de poste du commissariat fluvial du Beach Ngobila, Adolphe Mukingeshaï Mutoke. Suivez-le sur les propos recueillis pour vous par Clarisse et Coco Kapalai. On récupéré au total 12 passagers. Sur 15 passagers, le manifeste était établi avec un nombre de 16 passagers. Il y a eu un non partant qui, au départ de l'embarquement, n'avait pas pris place à bord. Donc les canots quittés avec 15 passagers plus des enfants. Les personnes qui sont disparues sont de sexe. Une religieuse qui est RDC, une dame qui est RDC et un monsieur qui est de Congo-Brazzaville, plus les 2 enfants qui sont RDC. Selon l'audition que nous avons en préliminaire reçu chez le commandant à bord et les témoignages de passagers, il y a eu, quand le commandant était en pleine navigation, il a constaté devant lui un grime. Et par mégarde, il dit qu'il n'avait pas compris que le grime là était tellement long. Il a, par imprudence, percuté ses grimes. Et quand il a percuté ses grimes juste au niveau d'arrière, ça bougeait le moteur parce que c'est un canot hors bord. Quand ça bouge le moteur, ça endommageait
le support qui attache le moteur, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu fissure et l'eau commençait à entrer dans le bateau. Préoccupé par la détérioration et l'aggravation de la crise dans l'Est de la RDC, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement dans une déclaration a indiqué que l'intensification des violences dans les provinces du Nord et Sud Kivu menace la sécurité des millions de personnes. Cette situation, selon Achim Steiner, exacerbe la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'instabilité économique. Images et commentaires. Achim Steiner, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, s'est exprimé sur la détérioration de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Préoccupé par l'aggravation de la crise dans la partie orientale et l'intensification des violences, en particulier au Nord Kivu et au Sud Kivu, il a indiqué que cela menace non seulement la sécurité et le bien-être des millions de personnes, mais compromet également leurs moyens de subsistance, perturbe les services essentiels et met en péril des années de progrès durement acquis en matière de développement. Cette crise a déjà déplacé des centaines de milliers de personnes et exacerbe la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'instabilité économique. Il ne s'agit pas seulement d'une urgence humanitaire, mais aussi d'une crise de développement qui compromet les avancées avec les objectifs du développement durable. Chaque jour que le conflit perdure, l'accès à l'éducation et aux soins de santé est perturbé, les entreprises sont à l'arrêt et des infrastructures vitales sont endommagées, aggravant les souffrances des communautés et sapant les bases de leur résilience d'une reprise durable et du développement. Les conséquences sur les écoles, les systèmes de santé et les économies locales sont dévastatrices. La destruction des infrastructures essentielles et la perte de capital humain retardent les progrès de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Plus la violence et les violations des droits humains se prolongent, plus les revers pour le développement durable seront importants, rendant la reprise encore plus difficile. Il est impératif de protéger les civils en particulier, les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables aux conséquences du conflit, afin de permettre aux communautés de se relever et de poursuivre leur trajectoire vers un avenir plus stable et prospère. 309 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été recensées au mois de janvier sur l'ensemble du territoire de la RDC par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu avec 60% de violations et atteintes documentées, l'Ituri et le Sud Kivu avec 13,9% chacune. Le BCNUDH renseigne également que parmi les provinces non affectées par les conflits, le Haut-Katanga 3,5%, Kinshasa 3%, Maïndombe 1,9% ont connu le plus grand nombre des violations. Images et commentaires. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui assure un suivi étroit de la situation des droits de l'homme et analyse les tendances y relatives en République démocratique du Congo, a au cours du mois de janvier enregistré 309 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire et en fait 808 victimes, 550 hommes, 114 femmes, 95 individus de genre et âge inconnus et 49 enfants. Comme les périodes antérieures, les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu avec 60% de violations et atteintes documentées et l'Ituri et le Sud Kivu avec 13,9% chacune. Parmi les provinces non affectées par le conflit, les provinces du Haut-Katanga 3,5%, Kinshasa 3% et le Maïndombe 1,9% ont connu le plus grand nombre des violations. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré au moins 12 incidents des violences sexuelles liées au conflit avec 45 victimes adultes. Parmi ces 12 incidents, 10 concernent des viols collectifs, dont 2 accompagnés de vols de biens des victimes. Parmi les 5 provinces concernées, la province de l'Ituri a enregistré le plus grand nombre de victimes des violences sexuelles liées au conflit, soit 34 victimes,
33 attribuées au Codeco et une au Maï Maï de l'Union des Patriotes pour la libération du Congo UPLC, suivi de la province du Nord Kivu avec 8 victimes, 3 attribuées aux membres du M23, 3 au FDLR et 2 au FARDC, et la province du Sud Kivu avec 3 victimes, 2 attribuées au Wazalendo du groupe armé Nyatura et 1 au FARDC. Au cours du mois de janvier 2025, le nombre de violations graves affectant des enfants dans le cadre du conflit armé documenté et vérifié a connu diminution de 6% par rapport au mois de décembre 2024. Le Fonds national de réparation des victimes franchit une étape importante dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est le but de l'atelier important avec les écosystèmes œuvrant dans ce domaine. Au Kasaï central, ces derniers ont été appelés à accompagner le FONAREV dans ce processus, comme nous le confirme Soleil Ntumba Moufika. Les organisations non gouvernementales basées au Kasaï central constituent un cadre important d'écosystème dans la question liée aux victimes des violences sexuelles et celle basée sur le genre, des crimes contre la paix et crimes contre la sécurité de l'humanité. Ils doivent connaître en amont tout comme en aval les missions du FONAREV ainsi que la loi qui régit cette structure étatique créée pour établir toutes les victimes dans leurs droits. C'est le sens de l'organisation de cet atelier qui a ouvert ses portes ce mardi à Kananga. Est-ce que le FONAREV est appelé à travailler avec l'écosystème qui œuvre dans la prise en charge holistique des victimes? Le FONAREV organise cette formation dont les thèmes est l'accès à la justice et le recouvrement des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité afin d'offrir un cadre de réflexion, de permettre aux membres des écosystèmes de mieux s'imprégner de la loi qui institue les FONAREV, de connaître les vraies missions du FONAREV, ses réalisations. Ces organisations locales ont une importance capitale car la majorité sont dans la lutte contre les violences sous toutes ses formes, indique le porte-parole du gouverneur provincial, Piro Mutela Mukendi. Je saisis une fois de plus l'heureuse opportunité que vous m'offrez de m'adresser à vous aujourd'hui pour saluer les efforts que vous faites dans la protection des femmes et hommes contre les violences sexuelles liées au conflit à travers cette formation qui a pour thème formation des écosystèmes sur l'accompagnement judiciaire des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il s'agit, s'il faut le dire, d'une formation des formateurs de membres d'écosystèmes sur l'accès à la justice et des recouvrements des victimes des violences liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc de FONAREV, les réparations. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC dérange le bon fonctionnement des entreprises, tant publiques que privées. Les opérateurs économiques des zones occupées par le M23 AFC plaident pour l'instauration d'un statut particulier afin de leur permettre de faire face aux contraintes qui paralysent l'économie dans la région. Ils ont reçu des assurances du ministre de l'économie et une commission spéciale sera mise en place pour statuer sur cette question. Les détails dans ce commentaire de Jean-Sar Mikanda. Les opérateurs économiques dont les activités sont quasiment à l'arrêt dans la partie est de la RDC en proie des atrocités ont saisi le patron de l'économie nationale pour faire un état des lieux et en même temps rechercher des solutions idoines aux problèmes qu'ils rencontrent. Les entreprises opérant dans les zones occupées par le M23 AFC connaissent des difficultés énormes pour fonctionner. Elles lancent ainsi un cri de détresse au gouvernement congolais pour l'instauration d'un statut particulier afin de leur permettre de faire face aux multiples contraintes qui paralysent leurs activités. Parmi les principales doléances figurent notamment la double taxation, l'insécurité juridique, le blocage des importations, la fermeture des banques, les pillages récurrents et la rupture des stocks des produits de première nécessité. Selon ces opérateurs économiques, ces difficultés menacent des milliers d'emplois et compromettent l'avenir économique de la région. En réponse, le ministre de l'économie nationale a, au nom du gouvernement congolais, annoncé la mise en place
dans un bref délai d'une commission spéciale qui sera chargée à examiner l'ensemble de toutes ces préoccupations et proposer des mesures conservatoires. Les résultats de cette commission vont permettre au gouvernement de prendre des décisions urgentes qui s'imposent. À en croire les vice-premiers ministres en charge de l'économie nationale, la survie de ces entreprises dépend de ces résultats et l'exécutif national s'engagera à agir rapidement pour sauver cette situation. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a lancé la riposte contre les zoonoses dans la province du Kwilu. La cérémonie de lancement de cette campagne de vaccination s'est déroulée dans la ville de Kikwit. Elle consiste en la riposte à la peste des petits ruminants, à la rage canine et à l'anthrax, à la pasteurellose bovine, au charbon symptomatique et à la pneumonie contagieuse bovine. Suivez ce reportage. Le lancement par les ministres de la Pêche et de l'Élevage de la campagne des vaccinations contre les zoonoses dans la province du Kwilu vient répondre aux préoccupations de cette partie du pays réputée. Province à vocation agro-pastorale, mais qui connaît une décimation de l'ensemble de ses troupeaux. Jean-Pierre Chimanga-Bwana a devant les agents de l'administration de son ministère, des prestataires vaccinateurs et des officiels du Kwilu indiqué que cette campagne de vaccination qui consiste à la riposte de la peste des petits ruminants, à la rage canine, à l'anthrax et à la pasteurellose bovine ainsi que au charbon symptomatique et à la pneumonie contagieuse bovine est un défi à relever. Le Kwilu, c'est une province foncièrement agro-pastorale. Mais il s'est fait qu'il y a beaucoup dans la situation zoosanitaire n'est pas bonne. Le cheptel est décimé par ces maladies. Nous avons été alertés, pas seulement pour la province de Kwilu, du Congo aussi. Nous sommes déplacés pour qu'on puisse vacciner le bétail qui reste ou les cheptels qui restent pour que la province garde sa place dans la classification des provinces qui sont à vocation agro-pastorale. Pour appuyer cette riposte, le gouvernement congolais a, grâce au plaidoyer du ministre Jean-Pierre Chimanga-Bwana, mis à la disposition de l'inspection provinciale de la pêche et de l'élevage des Kwilu, une jeep, des motos et autres intrants afin d'accompagner les vaccinateurs sur terrain. La Cour constitutionnelle poursuit l'instruction sur l'affaire Bukangalonzo ayant refusé de comparaître. La Cour constitutionnelle a décidé ce mercredi 23 avril de juger par défaut à tous les prévenus, y compris l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Au sujet de l'ancien Premier ministre, la Cour a déclaré, je cite, « La Cour n'a pas connaissance d'une position de l'Assemblée nationale. » Suivez. Monsieur le Président, il est inacceptable que les prévenus puissent narguer la plus haute juridiction du pays. Monsieur le Président, je vais commencer par le prévenu Matata Ponyo, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagés contre la personne. S'agissant de ce prévenu Matata Ponyo, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement
en évoquant des humilités. Monsieur le Président, le prévenu a toujours tendance à faire croire qu'il s'agissait d'un procès politique. Et il vous l'a dit dernièrement, lors de la dernière audience. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un procès politique, mais c'est votre cours ici lui a permis de se présenter aux élections. À l'Assemblée nationale, 2 propositions de loi portant sur la création de l'Ordre national des léopards et des héros nationaux a jugé recevables par les élus nationaux. À ces 2 propositions de loi émanant des députés nationaux UDPS, André Mbata parle pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme des héros nationaux ainsi que d'autres figures de proue dans la gestion du pays. Dieu merci Diaka vous en parle. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour les premières productions législatives de cette session, on note des propositions de loi émanant du député national UDPS André Mbata. La première loi déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière, il s'agit de la proposition portant création de l'Ordre national du léopard qui, ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi du 5 août 2002 portant création de l'Ordre des héros nationaux. Avec cette proposition de loi, le député national UDPS André Mbata veut pallier les problèmes de décoration des autres mérites non héroïques, mais tout aussi importants rendus par les civils ou militaires congolais ou étrangers à la nation congolaise. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'Ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer les mérites héroïques, cette proposition de loi a des particularités. Les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peut pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. L'histoire de l'humanité d'une façon générale et celle de la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, n'est pas qu'une histoire de traîtres contre la patrie, une histoire de lâches, une histoire de renégats ou une histoire de défenseurs des antivaleurs. Mais elle est également une histoire de femmes et d'hommes d'exception qui, parfois au péril de leur vie, se seront sacrifiés pour leur patrie. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui juge pertinentes ces 2 propositions de loi, a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme des héros nationaux. Face aux tensions internes qui secouent l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, le président provincial, à Sa Majesté Willy Mabiala Mukoko, est monté au créneau le 22 avril 2025 dans la capitale congolaise, entouré de plusieurs chefs coutumiers. Il a dénoncé une usurpation du pouvoir au sein de l'organisation tout en appelant au respect des traditions et à l'unité des autorités coutumières à travers une table ronde imminente, comme nous le dit Elvis Ebama. Au cours d'une conférence de presse ce mardi 22 avril 2025 à Kinshasa, en présence de plusieurs chefs coutumiers, Sa Majesté Willy Mabiala Mukoko, président provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, est revenu sur les tensions internes qui minent actuellement l'organisation. Il a notamment dénoncé l'usurpation du pouvoir par Michel Mbaya, originaire de la province de Bandundu, affirmant que ce dernier agit sans mandat légitime au sein de l'ANATC. Esika eloko malamu ezalaka bato mabe bazangaka te na Kinshasa pozala président ANATC pozala muteke to mowumbu toza na mandat ya 5 ans soki 5 ans ekoki te élection osalama te président so aya te ngai naza déjà na 2 ans etikali 3 ans mpona tika akiti toki bakoki koremplace ngai te. Dans son intervention, Sa Majesté Mabiala a également mis en lumière les avancées réalisées par l'ANATC durant les 2 années de son mandat.
Il a profité de cette tribune pour appeler les autorités politiques à respecter les us et coutumes, fondement de la légitimité traditionnelle au Congo. Respect, il y a les us et coutumes, respect, il y a statut, il y a les coutumiers, les politiciens ils respecter en côté. C'est pour cela qu'ils ont un peu moins désordre. Ce qui est que les politiciens ils ont ministre, ils ont ce qui a joué en origine de la Koutana à la Tesseto, à qui la tradition de la Boko, qu'on a vu le lobbying, on voulait qu'on s'alate. L'ANATC a par ailleurs lancé un appel à tous les chefs coutumiers présents à Kinshasa afin qu'ils rejoignent l'association. Une table ronde sera organisée dans les jours à venir et la participation de tous les garants de la tradition est jugée indispensable. La journée mondiale du livre et droit d'auteur est célébrée le 23 avril de chaque année. En cette édition 2025, la directrice générale de l'UNESCO, agence onusienne qui a institué cet événement, Audrey Azoulay, a désigné Rio de Janeiro au Brésil comme capitale mondiale du livre. Le choix est porté sur Rio au regard de son patrimoine littéraire ainsi qu'à la vision définie dans la promotion de la littérature. Images et commentaires. Instituée par l'UNESCO, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée le 23 avril de chaque année. En cette édition 2025, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a désigné Rio de Janeiro au Brésil comme capitale mondiale du livre. L'UNESCO et le comité consultatif de la capitale mondiale du livre a salué la valorisation par Rio de Janeiro de l'importance de son patrimoine littéraire, ainsi qu'une vision et un plan d'action clairement définis pour promouvoir la littérature, l'édition durable et la lecture chez les jeunes au travers du numérique. Pour la première fois, une ville lusophone est désignée capitale mondiale du livre. Et conformément aux priorités exprimées dans la charte de la capitale mondiale du livre, Rio de Janeiro considère que son projet permettra un changement social par le biais notamment de l'alphabétisation, de l'éducation et de l'éradication de la pauvreté et d'apporter des bénéfices économiques durables liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les villes désignées comme capitale mondiale du livre de l'UNESCO s'engagent donc à promouvoir les livres et la lecture pour tous les âges et tous les groupes à l'intérieur et au-delà des frontières nationales et à organiser un programme d'activités pour l'année. En tant que 25e ville à porter ce titre depuis 2001, Rio de Janeiro succède à Madrid 2001, Alexandrie 2002, New Delhi 2003, Anvers 2004, Montréal 2005, Turin 2006, Bogota 2007, Amsterdam 2008, Beyrouth 2009, Ljubljana 2010, Buenos Aires 2011, Erevan 2012, Bangkok 2013 et Strasbourg 2024. Des innovations RDC dans le secteur pharmaceutique en voie de mener des essais cliniques observationnels avec l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Burkina Faso. Le ministère de la Recherche et Innovation technologique qui, à travers le génie scientifique congolais, a tenu à promouvoir son secteur, attend de ce grand projet la validation du marché des produits pharmaceutiques fabriqués dans la capitale congolaise. Suivez. Des essais cliniques observationnels seront bientôt menés avec l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Burkina Faso en République démocratique du Congo en vue de valider sur le marché de ces trois pays les produits pharmaceutiques fabriqués au laboratoire CREPAT dans la capitale congolaise. Le Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique en sera le centre d'exécution. Constantin Bachengezi rappelle que le conclave du génie scientifique congolais, tenu en 2023, avait ciblé le Doubaz C, un antiviral, et le concours, un anticancéreux. Il a affirmé que ces produits homologués par le ministère de la Santé sont fabriqués avec des plantes récoltées dans les environs de Kinshasa, le Congo central, le Kivu et l'Équateur. C'est donc une première. C'est une bénédiction pour le pays d'avoir des hommes comme lui. J'ai aussi eu l'occasion,
de rencontrer 2 ou 3 fois le président de la République, chef de l'État. J'ai senti la même motivation auprès de lui. J'ai senti la même détermination, la même volonté politique de faire de la science et de la technologie les moteurs de développement de ce pays. Constantin Bachengezi a également indiqué qu'au cours d'une conférence internationale organisée récemment au Burkina Faso, le ministère sud-africain de la science et de la technologie et l'université Guizerbo, il y avait été présenté des résultats de ces recherches, ce qui a attiré d'autres pays à s'intéresser au travail fait par les chercheurs congolais dans ce domaine. La phase finale d'Illico Cash Ligue 1 a débuté ce mercredi à 23 avril. Belle entame de Maniema Union dans ses play-offs. Les unionistes ont battu les Anges Verts sur le score de 2-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et le match entre l'AS Vita Club et les clubs Aigle du Congo a été arrêté après l'ouverture du score de Samouraï à la 15e minute de la première période. De l'autre côté, à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a eu l'avance devant les Salésiens de Don Bosco sur le score de 2-1 et le Saint-Éloi Lupopo a battu le FC Tanganyika sur le score étriqué d'1-0, but marqué par Jefté Kitambala. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Les fidèles se recueillent depuis ce mercredi 23 avril 2025 à la basilique Saint-Pierre où est exposée la dépouille du pape François. Il faut s'armer de patience pour faire les adieux au souverain pontife qui a tiré sa révérence le 21 avril 2025 au Vatican à Rome. Le procès Bukangalonzo se poursuit à la Cour constitutionnelle et ont refusé de comparaître. La Cour constitutionnelle a décidé de juger par défaut tous les prévenus, y compris l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Belle entame de Maniema Union qui l'a emporté sur les Anges Verts sur un score de 2-0. Un match entre l'AS Vita Club et les Aigles du Congo a été arrêté à la 15e minute de la première période au stade des Martyrs dans le cadre du démarrage de la phase finale d'Illico Cash Ligue 1. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.